Bien, il m'a été demandé, dans le cadre de cette journée, de présenter les instruments juridiques permettant de lutter contre les enlèvements d'enfants. Et cette question de l'enlèvement d'enfants représente un drame humain auquel le droit ne peut apporter que des réponses très partielles et parfois très insuffisantes. Mais au moins peut-il offrir aux parents les instruments qui leur permettront de faire respecter les droits de chacun et surtout d'assurer la protection de l'enfant, tant il est vrai, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point, que la première victime de l'enlèvement, c'est l'enfant. Cette question des enlèvements d'enfants prend une dimension particulière lorsque un des parents met une frontière entre l'enfant et l'autre parent, jouant ainsi sur la diversité des juges, sur la diversité des systèmes juridiques, voire sur un certain nationalisme à la fois des autorités et parfois de l'opinion publique locale. Alors, conscients de l'importance de ce problème, les États ont multiplié les instruments pour lutter contre de telles pratiques en œuvrant dans deux directions. En droit interne, ils ont multiplié les mesures tendant à prévenir les enlèvements, et à l'international, ils ont multiplié les instruments de coopération pour mettre fin à ces pratiques, tant il est vrai que seule la coopération internationale peut permettre de lutter contre un phénomène qui est un phénomène global. Alors, ce sont ces instruments en droit interne et en droit international que je présenterai brièvement afin d'introduire notre table ronde. En droit interne, l'objectif est de renforcer les mesures de prévention. Alors, comme dans d'autres domaines, la prévention passe par l'encadrement et l'accompagnement d'une part et par la dissuasion d'autre part. Alors, s'agissant de l'encadrement et de l'accompagnement, cet encadrement peut prendre des formes diverses, encadrement des relations entre l'enfant et ses parents séparés, notamment dans le cas de droit de visite et d'hébergement, consenti aux parents qui ne vivent pas avec l'enfant, droit de visite dans un lieu neutre par exemple, ou droit de visite limité au territoire français, mais ce qui est exceptionnel car le principe reste le droit de visite transfrontière. Pour le parent qui vit avec l'enfant, parce que l'enlèvement peut aussi venir du parent qui vit avec l'enfant au quotidien, la loi a inscrit l'obligation d'informer l'autre parent d'un changement de résidence et l'article 227-6 du Code pénal assortit cette obligation de sanctions pénales. L'accompagnement peut aussi bien sûr passer par la médiation. Je pense qu'on y reviendra tout au long de cette journée. En cas de risque de déplacement à l'étranger, l'encadrement peut également passer par un contrôle renforcé aux frontières. C'est l'article 373-2-6 du Code civil qui prévoit qu'un des parents peut demander au juge aux affaires familiales d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. C'est l'article 1180-3 du Code de procédure civile. Sa durée est fixée par le juge et à défaut, c'est une mesure qui prend effet jusqu'à la majorité de l'enfant. Cette mesure peut également être prise dans le cadre d'une ordonnance de protection en cas de violence familiale. On aura aussi des exemples, je pense, au long de cette journée. En cas d'urgence, un parent peut faire une demande d'opposition de sortie du territoire, ce qui suppose une décision du préfet. L'enfant est alors inscrit au fichier des personnes recherchées et fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen. Cette mesure est valable aux 15 jours, donc elle permet de tenir jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait des suites judiciaires avec une saisie du JAF pour prendre la mesure d'interdiction de sortie du territoire dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour être efficace, cet encadrement et cet accompagnement doivent être assortis de mesures de dissuasion. Alors, s'agissant du volet de dissuasion, je ne vais pas insister sur ce point, même s'il est capital, parfois au moins symboliquement et parfois psychologiquement. Un simple rappel. La dissuasion peut se traduire par la menace d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, soit par la perte de l'exercice de l'autorité parentale, notamment en cas d'exercice en commun, soit par un changement de résidence habituelle au profit de l'autre parent, et bien sûr par la perte d'un droit de visite, mais à condition qu'il soit justifié par des circonstances exceptionnelles, une menace réelle de déplacement. Ou bien alors, on peut éventuellement envisager un strict encadrement de ce droit. Donc ça, c'est la dissuasion civile en quelque sorte. Mais il y a aussi, je le disais, la dissuasion pénale.
avec deux infractions que vous connaissez. L'infraction de non-représentation, c'est l'article 227-5 du Code pénal, qui sanctionne le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Donc c'est notamment l'hypothèse où le parent qui exerce l'autorité parentale emmène l'enfant à l'étranger et refuse des relations entre l'enfant et l'autre parent, étant entendu que la jurisprudence est très exigeante sur les justifications invoquées par celui qui ne représente pas l'enfant, prouver par exemple le risque d'enlèvement, si c'est l'autre parent qui risquerait d'enlever l'enfant, ou surtout établir que le refus de l'enfant est à la fois fondé, autonome et pleinement justifié. Seconde infraction, c'est la soustraction de mineurs qui est prévue par l'article 227-7 du Code pénal et qui réprime le fait pour un ascendant de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. Donc là, c'est plutôt l'hypothèse où le parent qui exerce l'autorité parentale conjointement avec l'autre part à l'étranger, ou l'hypothèse du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale et qui risquerait d'emmener l'enfant, ou qui a emmené l'enfant. Alors les peines de ces délits sont relativement lourdes, c'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende avec aggravation possible de la peine, notamment si l'enfant a été retenu indûment hors du territoire de la République. Dans ce cas-là, on passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc il y a là une arme de dissuasion et un moyen de pression à travers les sanctions pénales, avec les limites que vous connaissez certainement. C'est que parfois, l'enfant et l'autre parent, s'ils sont à l'étranger, en cas de condamnation pénale, peuvent du coup hésiter à revenir en France. Donc la condamnation pénale peut être un frein au retour, car le parent condamné sait qu'il ne peut pas revenir dans le pays de résidence habituelle avec l'enfant, puisque des condamnations pénales ont été portées contre lui. Donc il y a aussi tout un jeu qui peut être fait sur les poursuites et éventuellement l'abandon des poursuites ou un jeu avec le procureur de la République dans le cadre d'un retour de l'enfant. En toute hypothèse, par la dimension internationale des problèmes, le meilleur moyen de lutter contre les enlèvements d'enfants, c'est assurément le renforcement de la coopération internationale. Alors, à l'international, l'objectif est de développer les mesures curatives, plutôt. Ce développement de la coopération internationale a connu des progrès considérables au cours des années récentes, avec un renforcement des instruments juridiques de coopération destinés à lutter contre les enlèvements, et également le développement de la coopération entre les acteurs de la lutte contre les enlèvements. Bon, pour ce qui est du renforcement des instruments juridiques de coopération, alors ils sont extrêmement divers, qu'il s'agisse de conventions bilatérales, on en parlera je pense tout à l'heure, ou de conventions multilatérales, avec en particulier la Convention de la Haye du 25 octobre 80, la Convention de Luxembourg du 20 mai 80, et bien sûr le règlement Bruxelles 2 bis. L'instrument phare en la matière étant, évidemment, la Convention de la Haye de 1980, parce qu'elle propose un mécanisme particulièrement efficace, construit sur le principe du retour immédiat de l'enfant, et également parce que, autour de cet instrument, a été développé un travail tout à fait remarquable de coopération et d'échange sous la houlette de la conférence de droit international privé de la Haye, avec un guide de bonne pratique, avec des publications, avec une banque de données jurisprudentielles, avec la formation internationale des acteurs de la lutte contre l'enlèvement, avec des rencontres entre les acteurs, etc. De plus, l'efficacité de l'instrument a été renforcée dans le cadre de l'Union européenne par l'articulation qui a été faite entre la Convention de 80 et le règlement de l'Union européenne, le règlement Bruxelles 2 bis, le règlement du 27 novembre 2003. Alors, quelques mots sur la Convention de la Haye 80 et quelques mots sur ce règlement Bruxelles 2 bis. Très rapidement, pour resituer ce genre de problème, je pense que nous en ferons en détail dans le cadre de cette table ronde. Alors, pour ce qui est de la Convention de la Haye du 26 octobre 80, du 25 octobre 80, cette convention repose sur deux postulats. Premier postulat, l'enfant est la première victime de l'enlèvement.
il faut le protéger en dissuadant le parent potentiellement auteur de l'enlèvement de passer à l'acte. Et pour cela, la Convention adopte un principe simple, c'est le principe du retour immédiat. Donc éviter que le parent susceptible d'enlever l'enfant n'entende jouer et ne bénéficie du phénomène de frontière. Le second postulat sur lequel repose la Convention, c'est la nécessité, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir des liens entre l'enfant et chacun de ses parents. Donc le principal mécanisme contenu par la Convention est ce mécanisme de retour immédiat, en ce sens que les juridictions de l'État refuge, saisies par le parent dont les droits ont été violés, doivent ordonner le retour immédiat de l'enfant sans se prononcer sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur le droit de garde. Seules sont compétentes, pour se prononcer sur le droit de garde, les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement illicite. Et selon l'article 11, alinéa 1 de la Convention, les autorités administratives et judiciaires de l'État requis doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. D'ailleurs, on le verra aussi peut-être tout à l'heure, la Cour européenne, certainement tout à l'heure, parce qu'il y a une intervention sur ce point, la Cour européenne droits de l'homme fait peser sur les États parties une obligation positive de prendre les mesures nécessaires au retour de l'enfant et de les prendre les plus rapidement possible. À cette obligation d'ordonner le retour immédiat, il ne peut être fait exception que dans des cas tout à fait exceptionnels énumérés par la Convention, notamment aux articles 13 et 20. Sont prévues les hypothèses suivantes. Le retour peut être refusé, par exception, lorsque le titulaire du droit de garde avait consenti au déplacement, lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, c'est le fameux article 13 petit b dont nous parlerons certainement par la suite, lorsque l'enfant s'oppose à son retour et qu'il est approprié, compte tenu de son âge et de sa maturité, de tenir compte de cette opinion, et on le verra sans doute également, les juges, notamment les juges français, sont extrêmement restrictifs sur l'appréciation de cette exception, ou lorsque le retour de l'enfant n'est pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis. C'est l'article 20. De plus, article 12, alinéa 2, lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État refuge n'a pas été saisie dans l'année qui suit un déplacement illicite, le retour est ordonné seulement s'il n'est pas établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Alors je l'ai laissé entendre, c'est une question qui sera abordée par la suite, les tribunaux français, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation, ont dans l'ensemble développé une interprétation très stricte de la Convention, notamment sur la notion de risque grave ou autour de l'opposition de l'enfant. Et cette jurisprudence correspond assez bien, on le verra également, à celle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'autre instrument dont nous parlerons, qui est le règlement Bruxelles II bis, et aussi sur la Convention européenne des droits de l'homme, même si on a pu avoir un certain doute pendant quelques années sur la position de la Cour européenne des droits de l'homme, et il semble qu'elle soit revenue dans le droit chemin, si j'ose dire. Alors, pour rendre effective la procédure tendant au retour de l'enfant, la Convention de La Haye de 80 met en place l'autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui s'imposent aux États. La Convention impose des délais pour prendre des mesures de retour. Le temps est une arme redoutable entre les mains du parent qui a déplacé l'enfant, donc délai de 6 semaines. La Convention demande la spécialisation des juridictions, ce qui a été fait en France, et la Convention prévoit des mécanismes de coopération entre autorités centrales et entre autorités judiciaires, etc. Dans l'espace européen, ce texte a vu son efficacité renforcée par l'appui du règlement Bruxelles II bis. Donc quelques mots là aussi très rapidement sur le règlement Bruxelles II bis. C'est un instrument dont les rédacteurs ont voulu vraiment prévoir l'articulation avec les instruments déjà existants, plutôt que de refaire un nouvel instrument sur la question des enlèvements. Donc articuler avec un instrument qui fonctionne, et qui fonctionne bien, la Convention de La Haye, pour en renforcer l'efficacité. Alors le règlement précise certaines notions, notamment la notion de garde conjointe. Il assure l'audition de l'enfant, qui est un élément très important, notamment dans certains États tels que l'Allemagne, là aussi je pense qu'on en reparlera. Il impose l'audition du parent demandeur, il prévoit l'accélération du processus décisionnel en fixant des délais stricts
et en limitant les recours aux exceptions prévues par l'article 13 de la Convention de La Haye. En particulier, d'après le règlement, une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13b, donc c'est le danger dont je parlais tout à l'heure, s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. Donc une restriction aux exceptions prévues par la Convention de La Haye. Restriction qui s'explique par le principe de confiance mutuelle, puisque nous sommes dans l'espace européen. Surtout, le règlement va au-delà de la Convention en donnant le dernier mot aux autorités de la résidence habituelle du mineur. C'est l'article 11, paragraphe 8, qui nous dit « Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l'article 13 de la Convention de La Haye 80, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l'enfant rendue par une juridiction de la résidence habituelle est exécutoire de plein droit en vue d'assurer le retour de l'enfant. » Donc c'est bien les juridictions de la résidence habituelle de l'enfant, sa résidence avant le déplacement, qui ont le dernier mot, quand bien même une décision de non-retour aurait été prise par les autorités de l'État refuge. Alors pour conclure sur ces instruments, deux remarques. D'abord, deux remarques, je vais aller plus vite. Première remarque, dans leur ensemble, je l'ai dit, les jurisprudences nationales, après parfois quelques hésitations, et toujours avec quelques décisions aberrantes, mais ça c'est propre d'un droit jurisprudentiel, ont compris que la philosophie de la Convention et du règlement était vraiment d'assurer le retour de l'enfant avec un principe que l'intérêt de l'enfant est de revenir au statu quo ante. On discute sur la garde, mais on revient auparavant au statu quo ante. Et par conséquent, les juridictions nationales ont dans l'ensemble veillé à une bonne application, à une stricte application des dispositions du règlement. Alors c'est le cas notamment des juridictions françaises et particulièrement de la Cour de cassation, et c'est le cas également, je le disais, de la Cour de justice de l'Union européenne et, après quelques flottements, de la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxième remarque, il existe actuellement un projet de révision du règlement de Bruxelles 2 bis qui a été publié en juin 2016 et qui entend combler les lacunes du règlement, notamment en matière de lutte contre les enlèvements d'enfants, pour renforcer encore l'efficacité des mécanismes prévus par le règlement. Si on a le temps d'en parler, je évoquerai ces modifications telles que proposées dans le projet de révision. Donc, multiplication des instruments de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais aussi renforcement de la coopération en matière internationale entre les acteurs de la lutte contre les enlèvements. Alors, 4 points seulement que j'évoquerai, parce qu'ils feront, je pense, une partie essentielle de cette journée. Premier point à souligner, c'est le rôle essentiel des autorités centrales, qui sont vraiment le moteur de la coopération internationale dans la lutte contre les enlèvements d'enfants. Deuxième facteur, deuxième point à souligner, c'est la nécessité de former les juges chargés de mettre en œuvre les instruments internationaux et de favoriser les contacts entre eux. Car se comprendre, se connaître, permet de dépasser des réticences et des méfiances souvent liées à l'ignorance des systèmes juridiques et l'organisation judiciaire des pays voisins. Au-delà, c'est finalement l'ensemble des acteurs qui doivent travailler ensemble, autorités centrales, juges, avocats, associations telles que la vôtre. Et quatrième remarque, l'importance à tous les niveaux, au niveau national et au niveau international, de la médiation, à la fois pour la prévention, pour l'accompagnement et pour le suivi de la lutte contre les déplacements. Et je crois que c'est le grand mérite de cette journée que de permettre aux acteurs de la protection de se retrouver pour mieux mettre en œuvre ensemble les instruments existants dans la perspective de la protection de l'enfant. Je vous remercie.